Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est un programme que les fidèles attendent de pied ferme. Chaque année, ce soir à 20h55, TF1 lancera la nouvelle saison de Koh-Lanta, 10e saison avec des anonymes et 15e toute saison confondue. Et cette année, c'est en Thaïlande que les aventuriers tenteront de remporter l'aventure. Un retour aux sources pour l'émission dont la première saison avait été tournée en Thaïlande, sur l'île qui avait donné son nom au jeu. Denis Brognard, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Alors, Bonjour. juste je rectifie parce qu'on est beaucoup plus vieux que ça encore. On est à la 15e saison régulière et la 19e saison en global. 15 et 19, d'accord. Exactement. Ça fait beaucoup. Et vous en avez pas marre? Non, pas du tout. Vraiment? Ah non, je vous assure. Repartir, à chaque fois que je repars, je fais toujours une comparaison avec ce que je vivais quand j'étais gamin. Je repars comme quand j'étais super heureux de partir en colo, retrouver les copains de l'équipe. Voilà, non, j'en ai pas marre. Ça toujours correspond pareil à ce que quand même, j'aime. non? Ben, quand vous changez de lieu et que vous changez de candidat et que vous aimez le concept et le programme, eh ben vous repartez. Moi, je suis comme les scouts, hein, toujours prêt. Et qu'est-ce qui a changé depuis la première saison, puisqu'on on revient un peu à la source? Ça a énormément changé l'émission quand même. Ouais, ben, on a gardé vraiment la base avec jeu de confort, épreuve d'immunité et conseils, mais on essaye d'apporter chaque année. C'est ça la force aussi de Koh-Lanta, de l'équipe de production de TF1, c'est que jamais on ne s'est reposé sur les succès. On s'est toujours dit qu'est-ce qu'on doit faire le coup d'après. Vous savez, comme aux échecs, on a toujours un coup d'avance. Et cette année encore, avec l'île aux colliers, on crée on crée un troisième lieu de vie avec à chaque fois jusqu'à la réunification un aventurier rouge et un aventurier jaune qui sont ensemble. Donc ça, c'est une grande nouveauté parce qu'avant, les rouges et les jaunes ne se parlaient pas, ne se voyaient pas sauf dans les jeux jusqu'à la réunification. Là, il va y avoir des interconnexions entre équipes. Et donc, c'est ça la force de Koh-Lanta, c'est qu'on garde le principe qui plaît tant, mais on saupoudre de nouveautés. Est-ce qu'au fil des années, finalement, ce qui était un jeu n'est pas devenu une émission de télé-réalité? Non, moi je pense que ça n'a jamais été une émission de télé-réalité. C'est un jeu réalité? Ouais, mais vous savez, parce que souvent quand on a dans la bouche le mot télé-réalité, c'est péjoratif. Non, moi la télé-réalité, quand je dis télé-réalité, ça veut dire qu'on s'intéresse beaucoup aux gens, on s'intéresse au clash, on s'intéresse à la vie, on a des personnages. Moi je pense que c'est un jeu d'aventure. Mais c'est un jeu d'aventure au cours duquel on s'intéresse à la personnalité des gens, on essaie de comprendre pourquoi justement dans telle ou telle épreuve, on réagit de telle ou telle façon. Parce que l'humain est capital dans Koh-Lanta. Évidemment, puisque vous mettez des gens sur une île déserte, vous les mettez dans la position de Robinson Crusoe et vous leur dites débrouillez-vous. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir, de capter comment ils réagissent, comment ils évoluent entre le premier et le 40e jour. Donc dans ce cadre-là, c'est de la télé-réalité, mais moi je mets ça dans la catégorie des jeux d'aventure. Mais quand vous faites le casting, vous castez comme une émission de télé-réalité? Alors moi je ne fais pas le casting. Mais je comprends bien. Non, mais je comprends bien. Je pense qu'on essaye de faire un casting, et cette année, je le trouve encore vachement. Il faut les têtes à claque, il faut la belle nana. Non, c'est pas ça. Il faut le mec qui a de l'humour. Il faut la grande gueule. Non, mais il faut des gens qui sont représentatifs de la société française. Donc on a des gens du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est. On a des jeunes, des moins jeunes, des CSP+, des CSP-, des étudiants, des gens qui travaillent pas, des gens qui ont des enfants, des gens qui en ont pas, des gens qui sont super sportifs, d'autres qui ne le sont pas, de vrais aventuriers. Donc évidemment, on essaye d'avoir un groupe assez homogène de 20 aventuriers. Pas du tout. Oh bah. Mais non, mais vous savez, c'est le sel du jeu en même temps. C'est les bastons, c'est les engueulades. Vous avez combien de personnes autour de vous dans votre équipe? Une vingtaine à peu près? Ouais, une vingtaine. Vous mettez ces 20 personnes. Pourtant, ils s'entendent bien. Vous avez une équipe super soudée. Mettez-les sur Koh-Lanta. Vous allez avoir des moments de super chaleur et puis vous allez avoir des moments de grande tension parce que vous êtes dans une difficulté extrême. Rien d'autre à la télévision ne met des anonymes dans une telle précarité. Vous imaginez, vous arrivez, vous dormez par terre, vous ne mangez rien et vous êtes là avec la peur d'être éliminé tous les 3 jours. C'est très très contraignant pour les candidats et ça occasionne, je vous dis, des relations humaines extrêmement fortes, positives. Il y a des amitiés incroyables qui naissent et qui perdurent et puis des antagonismes aussi. Mais ce qui est génial, vous savez, il y a 3-4 jours, on a fait un visionnage de ce premier épisode avec tous les candidats. Quand j'ai les 20 devant moi, franchement, ils forment la famille de Koh-Lanta et tout ça est oublié. Mais évidemment, quand vous jouez pour 100 000 €, quand vous avez envie d'aller au bout, quand vous êtes compétiteur, parfois, il y a des clashs, parfois, il y a des moments où c'est un peu compliqué, mais c'est pas l'objectif de Koh-Lanta. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des aventuriers qui se débrouillent le mieux s'ils possible. s'engueulent pas, ça n'a pas d'intérêt. Vous savez, ça n'existe pas un Koh-Lanta où on s'engueule pas. C'est bien ce que je dis. Mais vous savez, quand j'entends aussi ce que je peux entendre de temps en temps sur j'ai compris plein de choses sur moi-même, sur la façon dont je vais pouvoir me comporter avec mes proches, avec ma femme en rentrant, sur des très fortes relations, et vous le verrez encore cette année, entre des gens qui sont pas du même monde, pas des mêmes origines, pas du même âge. C'est ça aussi qui est fort. Et vous avez aussi des moments un peu compliqués. Mais ce qui est bien aussi cette année, c'est que
ils vont essayer de résoudre un peu tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous engueulez, soit vous coupez court à toute discussion et c'est terminé, chacun dans son coin, soit vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Et cette année, il va y avoir un peu plus d'introspection. Pourquoi les gens qui n'ont pas regardé l'année dernière devraient regarder cette année ? Écoutez, je sais pas, parce que les gens... L'année dernière, c'était... on me le dit encore souvent, on m'a dit que c'était l'une des meilleures saisons. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va être différent. Il va y avoir plus d'humour. C'est-à-dire qu'on a des candidats... Alors, on l'a découvert, il y en a certains qu'on avait sentis au casting, mais on a des candidats qui sont capables de prendre du recul sur eux-mêmes, même dans les plus grandes difficultés, même au départ, avec des jaillissements. Vous vous souvenez de Moundir ? Un aventurier, c'est pas du lait demi-écrémé, il faut que ce soit du lait entier, Qui a oublié Moundir ? etc. Et bien voilà, on va avoir des jaillissements de cette nature-là, et je crois que dans une aventure aussi difficile, quand en plus on a de l'humour, c'est génial. La plus belle saison en termes d'audience, c'était la saison 7, qui avait fait 8 100 000 téléspectateurs, c'était aux Philippines. Vous pensez que c'est possible encore de faire des scores comme ça aujourd'hui ? Je sais pas, j'avoue que je suis pas un grand spécialiste. J'espère qu'on continuera à faire mais qu'on continuera à faire de très belles audiences. Voilà, on en est à la 15e année de Koh-Lanta. L'année dernière, c'était 6,4 millions à peu près de moyenne pour l'émission. Je pense que n'importe quel producteur, n'importe quelle chaîne de télé signe pour un prime time à 6,4 millions. Est-ce qu'on fera plus ? Je ne peux pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'on arrive à un moment. Regardez, quand je viens d'arriver à Europe 1, il fait un temps exécrable, il pleut, il fait froid. Ce soir, on invite les téléspectateurs à partir au soleil dans des coins paradisiaques pour partager la vie d'aventuriers qui se découvrent. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que TF1 vous met l'hiver, parce qu'il y a plus de monde devant la télé, donc les chiffres seront plus forts. Vous savez que Koh-Lanta, je crois, a été diffusé depuis son origine l'été, l'automne, l'hiver. Mais l'été, il y a moins de monde toujours. Oui, d'accord. C'est mathématique. Mais c'est sûr, mais on a testé toutes les saisons. Mais effectivement, mathématiquement, il y a plus de monde devant la télé au mois de février qu'au mois de juillet. Donc vous ferez plus que 6,4 millions ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense, c'est possible. Écoutez, alors, je suis d'accord avec vous dans ces cas-là. Je le souhaite. Vous allez écraser les victoires de la musique, c'est votre objectif ? On n'a pas d'objectif comme ça. On espère faire la meilleure audience possible. Je me pose pas la question. C'est une bonne nouvelle ou pas d'avoir les victoires en face ? Je sais pas. J'en ai aucune idée parce que c'est nouveau. D'habitude, on a des séries. Je ne peux pas vous donner un avis très tranché. Je vous dis... ça fait moins de 2,5 millions l'année dernière, les victoires de la musique, donc c'est pas une forte concurrence. J'espère qu'ils feront pas mieux cette année. C'est sympa, ça va leur faire plaisir. Non, tout de suite sur Europe. On parle de notre programme.